je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort, le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence et avec bienveillance. Vous trouverez ici des témoignages de malades, de leur entourage ou de professionnels dans ce domaine. Nous sommes tous concernés par l'addiction, que nous y soyons personnellement confrontés ou qu'elle touche quelqu'un que nous connaissons. Pourtant, ça reste un sujet difficile à aborder où beaucoup de préjugés et de clichés continuent de circuler. Alors qui de mieux placé pour en parler que ceux qui l'ont vécu ? J'espère que chaque épisode vous aidera à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, qu'ils permettront aussi et surtout à d'autres malades de se sentir moins seuls et de s'en sortir. C'est parti, bonne écoute. L'héroïne. Rien qu'à l'évocation de son nom, des centaines d'images peuvent nous venir en tête. Nous nous représentons Harry, de Requiem for a Dream, Mark, Daniel et le reste de la bande de Trainspotting, ou bien le junkie que l'on a aperçu dans telle ou telle série, reportage ou roman. L'adolescence, cette période de nos vies où nos émotions sont les plus intenses sans que nous sachions les maîtriser. Nous souhaitons vivre, s'affranchir de l'autorité et expérimenter. La quête de la nouveauté, tester et se tester font intégralement partie de notre construction à ce moment de notre existence. Mais parfois, nous pouvons aussi faire l'expérience qui nous mènera bien plus loin que ce que nous avions désiré. Yannick a accepté de déconstruire les préjugés qui circulent autour de l'héros, de partager ses Heroine Days, pour mettre en lumière l'homme, l'humain derrière l'addiction. Bonjour Yannick, Salut! tu vas bien ? Oui, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, très bien, je te remercie de participer au podcast et de nous livrer ton témoignage aujourd'hui. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter et de nous donner les informations que tu juges intéressantes de nous partager. Donc je m'appelle Yannick Fornaciari, je suis photographe. Je me suis installé à Montréal en 2012. Puis c'est ça, je pratique la photographie de façon professionnelle depuis que je suis arrivé ici. Et mon dernier projet que j'ai publié sous forme de livre autopublié euh, parle d'addiction et plus particulièrement d'addiction à l'héroïne. Et donc c'est autobiographique. Ma première question, c'est toujours la même. Pour toi, c'est quoi l'addiction? Alors je te demande pas la définition de l'addiction, mais ta vision à toi de ce sujet-là. Ouais, ben, en fait, moi, genre, c'est vraiment, je pense, si je devais donner une définition en quelques mots, c'est vraiment le fait de ne plus pouvoir se passer d'un produit pour continuer, en fait, à suivre le cycle normal de sa vie et particulièrement, genre, être heureux. C'est vraiment ça pour moi. Ok, très bien. Alors la tienne, c'était quoi? Moi, j'étais dépendant à l'héroïne. J'ai commencé par des drogues de découverte, on va dire. Là, j'ai eu une période d'expérimentation quand j'étais ado. J'ai commencé, bon, comme beaucoup, par le cannabis. Ensuite, j'ai commencé à explorer un petit peu et après, j'ai fait donc la rencontre de l'héroïne et ça a complètement, je pense, changé ma perception des choses. J'ai commencé à, en fait, c'est les opioïdes, moi, ma grosse dépendance. Est-ce que, parce que tu nous disais que tu as démarré par le cannabis, donc fumer un joint, j'imagine, de Mhm. temps en temps. Ouais. Comment tu es passé de fumer un joint de temps en temps à l'héroïne? Comment finalement t'es tombé dans l'engrenage de la dépendance? Je pense que j'étais un ado un peu perdu. Euh, je pense qu'à l'adolescence aussi, c'est normal de faire des expériences puis d'aller chercher, en fait, d'aller chercher des sensations fortes, que ce soit dans la vie ou puis les drogues se prêtent vraiment à ça. Là. Donc je pense que j'avais cette envie de découverte puis la curiosité aussi euh, de voir de quoi j'étais capable, entre guillemets, de quoi mon cerveau était capable. Là où c'est devenu, je pense, problématique et où ça a basculé, c'est quand j'ai commencé à utiliser la drogue pour aller bien, pour aller mieux. Et je pense que c'est ça le danger. Je sais plus qui, une fois, m'a dit que la drogue, en fait, c'est la rencontre d'une personne avec une drogue à un moment précis. Et que c'est ces trois facteurs-là qui font en sorte qu'une addiction commence. Puis je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'est la rencontre avec l'héroïne s'est passée à un moment crucial, euh, au moment en fait du basculement de l'adolescence à l'âge adulte, parce que j'ai goûté à 18 ans. Euh, C'était un moment où j'étais vraiment fragile, donc
Donc c'est à ce moment précis où cette drogue précise, l'héroïne, est venue répondre à un mal-être que j'avais. Et ça a comme... C'est là que ça fait une espèce d'explosion, une explosion un peu toxique qui fait en sorte que tu vas utiliser cette drogue-là pour aller mieux, pour continuer. Et je pense que c'est ça l'engrenage. En fait, je pense que cette rencontre-là aurait pu avoir lieu même si j'avais pas goûté d'autres drogues. Ouais, je vois pas vraiment ça comme une continuité du genre du joint à l'héroïne, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est une grosse question, ça de dire est-ce que consommer des drogues douces mène aux drogues dures? Moi, je crois pas. Quand on va pas bien, on est sur un mauvais engrenage dans tous les cas, parce qu'on va chercher, on va aller chercher des choses qui vont nous faire aller mieux. Que tu commences par un joint ou directement par du crack, ça change pas grand-chose dans tous les cas. Au moment où tu as eu ta première prise d'héroïne, c'était dans quelles circonstances? J'ai découvert l'héroïne quand j'étais en voyage en Hollande. J'étais parti à Amsterdam avec des amis et je savais en fait, j'avais déjà en tête le fait de goûter l'héroïne. Je savais que en Hollande et particulièrement à Amsterdam, c'était une drogue qui était assez facile à trouver et qui était pas chère parce que y a un accès qui est assez privilégié en Hollande en fait à cause du port de Rotterdam, tout ça. La drogue est pas chère et vient de façon assez pure en fait. Donc je savais qu'il y en avait là-bas et quand je suis parti, j'avais un peu dans ma tête cette idée-là. Et en fait, je sais pas si c'était déjà allé à Amsterdam, mais à tous les 10 mètres, il y a un dealer qui t'interpelle pour te dire est-ce que tu veux ci, ça, ça. Euh, et en fait, c'est à Rotterdam que j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui m'a dit héroïne, cocaïne. Puis là, j'ai dit oui. Puis finalement, je me suis retrouvé à acheter 2 grammes d'héroïne et c'est là que j'ai goûté la première fois avec une amie dans un hôtel. D'accord et donc tu disais que, tu savais avant de partir que tu Mm. allais goûter, l'héroïne ou que tu allais tester n'importe quelle drogue? Moi, j'avais en tête déjà l'héroïne. J'ai toujours, enfin, j'ai toujours non. À l'adolescence, j'avais cette espèce d'image fantasmée de l'héroïne. Euh, je pense que ça venait beaucoup de genre de films ou de musique. J'avais vu Basketball Diaries par exemple, ou j'écoutais le Velvet Underground. Euh, J'avais toute cette espèce de vision mythique un peu de l'héroïne, qui était comme une drogue fantastique et en même temps autodestructrice. Ça, je pense que ça va aussi avec l'adolescence là. C'est comme un peu, c'est très romantique l'autodestruction à l'adolescence. Et j'avais cette image de l'héroïne qui était comme une drogue. Elle est souvent dépeinte comme un espèce de... Le flash est souvent très surdimensionné, genre c'est comme une espèce de drogue qui te fait tout oublier, où tu pars dans une espèce de paradis coloré. Souvent dans les films, c'est dépeint comme ça. Puis je sais que j'avais, avant de partir, une bonne idée derrière la tête que j'avais envie d'essayer. Et donc au final, tu avais cette vision, des films, de la musique, et puis tu as essayé Mhm. et est-ce que, les effets que tu recherchais étaient là ou, tu as découvert autre chose? C'était peut-être pas la même chose parce que moi, en fait, ces effets-là qui sont décrits, enfin, mettons visuellement dans les films, le flash, moi, je l'ai jamais vécu parce que je me suis jamais injecté. À l'intérieur de 5 minutes où t'es comme absent un petit peu et où la drogue explose dans ton cerveau et ça, on appelle ça le flash en fait. Et ce truc-là n'est accessible que par injection. Donc, j'ai pas vécu ça, mais l'effet en tout cas et le plaisir a a été présent, c'est sûr. Là, j'ai encore un souvenir assez intense de la première fois où j'en ai pris et où je me suis senti pour la première fois. Je pense il y a aucune drogue qui procure un sentiment de relâche, d'évasion aussi fort que ça. C'est comme une espèce de mise sur pause de tout. C'est comme un arrêt de la pensée et en même temps une espèce d'extase physique qui est comparable à rien. Fait que oui, je pense que en tout cas ça a eu son effet à l'époque. C'est sûr que j'ai pas été déçu, même si c'était pas ce que je m'attendais. L'effet est venu vraiment comme supprimer en fait la peut-être la tristesse que j'avais à cette époque-là, puis
l'espèce de rumination, genre de pensée négative et dépressive, en fait. Ça vient supprimer tout ça, et donc quand ça s'en va, c'est sûr que tu as envie de retrouver ce sentiment-là d'extase et de bien-être, en fait. Donc, ouais, j'ai pas été déçu, non. Et donc, tu avais 19 ans au moment de ta première prise, c'est ça? J'avais 18 ans, ouais. 18 ans. Ouais. Et alors comment ça s'est passé après? Ça c'est monnaie courante d'entendre dire: «Ah bah l'héroïne, tu prends une fois et tu accro». Est-ce que c'est vrai? Toi, en tout cas, je te demande pas une analyse, médicale, mais toi, est-ce que ça a été le cas? Hem, je pense que ce qu'ils veulent dire dans cette formule-là, c'est que, tu deviens accro, physiquement. Il y a un peu un mythe, je pense qu'il y a aucune drogue qui te rend accro dès la première prise, hein, même le crack, ou l'héroïne ou des trucs comme ça, Moi, je suis devenu accro à partir de la première fois, mais mentalement, en fait. L'héroïne fait partie de ces drogues qui t'accrochent psychologiquement, en fait, parce que le moment où tu les prends est tellement fort, et en général, c'est les premières fois qui sont les meilleures. Donc, en fait, cette première fois, elle va tellement t'accrocher psychologiquement que tu vas vouloir la revivre absolument, et donc ça va te pousser à réessayer constamment. Donc tu vas vouloir retrouver cette espèce d'extase, et c'est pour ça en fait que oui, je pense que ça rend accro dès le début. Si tu as une bonne expérience, il y a des gens qui vomissent et qui sont malades à la première fois, puis eux certainement que c'est peut-être mieux pour eux parce que finalement ils en gardent un mauvais souvenir et ça les pousse pas à retester. Mais moi, j'ai tellement vécu une bonne expérience que oui, je pense que clairement, ça m'a rendu accro dès la première fois, puisque j'ai par la suite voulu retrouver absolument là cet effet-là, au point de, ben, justement, tu me demandais comment ça s'est passé après. J'ai voulu retrouver cet effet-là justement dans les médicaments opioïdes, qui sont la version légale en fait de l'héroïne, et de la morphine. Alors, pareil, il y a, beaucoup de mythes, et d'images autour de l'héroïne, notamment sur, le mode de consommation. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais des injections. Toi, tu ne Ouais, la consommais pas comme ça. non. Du coup, comment ça se passait pour toi? La première fois que j'ai essayé, je l'ai sniffé. Puis je suis resté en fait pas mal pendant toute ma consommation là-dessus. Je la sniffais et je la fumais parfois aussi. Donc l'héroïne en fait ça peut se consommer donc euh, oralement, tu peux l'avaler, tu peux la sniffer comme de la cocaïne ou n'importe quoi. Euh, Tu peux la fumer, tu peux même la plugger. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont familiers avec ça, mais c'est quand tu te mets de la drogue en fait par l'anus. C'est la deuxième façon la meilleure en fait pour avoir accès aux produits euh, quasiment entièrement. C'est-à-dire que quand tu prends une drogue, selon comment tu la consommes, tu perds un certain pourcentage de son effet. Mettons, si tu l'avales, tu vas perdre 50% de son effet. Si tu la sniffes, tu vas perdre 40%. Si tu l'injectes, t'en perds 0%. 100% de l'effet de la drogue va dans ton système et dans ton cerveau de façon extrêmement rapide. Donc c'est pour ça que en fait, c'est l'effet le plus fort, l'injection, et c'est pour ça que c'est si dangereux et si addictif, c'est que c'est très puissant. Mais moi, j'ai toujours eu peur en fait de l'injection. Je pense que ça m'a sauvé un peu. Je pense que ça aurait vraiment dégénéré si j'avais commencé à m'injecter. Mais j'ai déjà essayé, là. J'ai essayé 2 fois, mais ça a été vraiment, heureusement pour moi, catastrophique. Je suis vraiment une chochotte et j'ai très peur du sang, donc je, je suis vraiment pas. Il y a un côté de moi qui aurait voulu savoir là, ce que ça fait, mais je suis resté au sniff. Donc, tu disais, toi, en fait, tu tombé accro, de manière psychique très rapidement. J'imagine qu'il y a eu des moments où tu as ressenti le manque, notamment les premières fois où tu as absolument envie de reconsommer. C'était quoi pour toi être en manque? C'était quoi tes symptômes? Il y a plusieurs façons de regarder le manque. Quand tu as envie, quand tu découvres une drogue et qu'elle t'a plu, le fait de vouloir en reprendre, même de façon extrêmement puissante, d'être comme oh, j'en veux, j'en veux, j'en veux, ça c'est pas du manque, c'est plus ce qu'on appelle un craving en fait. C'est une envie assez puissante d'avoir quelque chose. En fait, l'héroïne fait partie du peu de drogues qui créent en fait des syndromes de dépendance physique. Il n'y en a pas beaucoup qui créent ça. L'alcool en fait partie, par exemple.
Les anxiolytiques aussi en font partie. C'est des drogues qui créent une dépendance physique. Donc, c'est-à-dire que le corps devient dépendant autant que l'esprit. Euh, donc, ça fait que même si psychologiquement, tu as extrêmement envie d'arrêter, que tu en as marre, tu n'en as plus envie, ça t'intéresse plus, ou tu t'en fous, bah, ton corps va le réclamer en fait, et tu vas être malade si tu n'en prends pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de sevrage, c'est-à-dire que ton corps, tu l'as tellement, en fait, ton cerveau, tu l'as tellement abreuvé en drogue qu'il va ressentir un décalage s'il n'en a plus, et là, il va rentrer en sevrage, c'est-à-dire que tu vas avoir des symptômes de mal-être vraiment intenses, pour l'héroïne en tout cas, qui sont très intenses, mais pareil pour l'alcool et pour les anxiolytiques, c'est des tremblements, des vomissements, de la diarrhée. C'est comme une espèce de grosse grippe, je dirais, et couplée avec des effets psychologiques aussi, une grosse angoisse, un sentiment de, de mal-être, de confusion, et évidemment de dépression. Tu as l'impression d'être t'es au fond du trou, d'être rien, d'être nul, que si t'as pas ça, t'es rien. Donc c'est en fait ce truc-là, le syndrome de sevrage, il s'installe sur la longueur. Tu l'as pas dès les premières prises. Pendant les premières prises, mettons que tu découvres l'héroïne puis t'en consommes sur un mois. Au début, tu vas avoir juste des cravings. Tu vas avoir envie d'en reprendre parce que tu as aimé ça, mais tu pourrais t'en passer. Si tu arrêtes du jour au lendemain, tu n'auras pas de problème. Peut-être que tu vas te sentir un peu fatigué, le lendemain, tu vas te sentir un peu vaseux, mais tu vas pas en avoir besoin, tu vas pas tomber malade. Mais au bout d'un mois, je dis un mois grosso modo, là, je sais pas, ça dépend beaucoup les personnes aussi, mais à partir du moment où tu as abreuvé ton système, ton cerveau assez longtemps pour qu'il en ait besoin, là, tu vas tomber malade si tu n'en prends pas. Et souvent, c'est ça le déclic en fait, c'est ça le déclic que moi j'ai eu. Au début c'était occasionnel, je consommais le week-end par exemple, puis après c'est devenu quelques jours de semaine plus le week-end, puis finalement c'est devenu quotidien, quotidien le soir, puis finalement quotidien la journée au travail, puis finalement quotidien quand je me levais au travail et le soir. Et en fait, à un moment donné, mettons que ton dealer peut pas venir ou que t'en as pas un jour, puis t'es comme ah, bah, c'est pas grave, je vais pas en acheter aujourd'hui. Et là, bah, tu tombes malade. Tu es malade au point que tu peux pas aller travailler. Tu es malade au point que si tu l'as pas, tu peux juste rien faire, que tu te tords de douleur. Et c'est souvent ce déclic-là qui te fait te rendre compte que tu es accro, en fait, et que tu en as besoin. Donc, Parce que tout de suite, tu assimiles donc ces symptômes, le fait d'être malade, tout de suite, tu sais que c'est parce que t'as pas eu ta dose d'héroïne. ben, je pense que c'est assez connu que l'héroïne crée une dépendance physique. Et je veux dire, il y a plein de matériel. Là. Tout le monde a vu Christian F. ou des films comme ça, ou Trainspotting. On sait que le manque d'héroïne crée un, un sevrage, un manque très intense. Moi, en fait, je savais, j'ai su reconnaître. Après, c'est sûr que c'est plus. Je pense que pour l'héroïne, les gens sont assez. C'est assez clair là, que si tu es malade et que tu n'en as pas, bah, c'est assez facile de faire le lien. Par contre, pour les médicaments opioïdes, c'est moins facile, étant donné que c'est des médicaments qui sont prescrits par des docteurs. Par exemple, j'avais parlé à une vieille dame un jour qui prenait du fentanyl, donc qui est un opioïde, bah, je pense que c'est l'opioïde le plus fort, là, qui est sur le marché, même plus fort que l'héroïne. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est 40 fois plus fort que l'héroïne. En tout cas, c'est très fort. Et elle m'a dit que, en fait, elle a voulu arrêter un jour et que elle savait pas ce qui lui arrivait, elle tremblait, elle avait des sueurs froides, tout ça. Et elle n'a pas su reconnaître que c'était le manque. Et moi, évidemment, en l'écoutant, j'étais comme, bah, mon Dieu, voyons, t'es en manque. Mais c'est sûr que sur cet aspect-là médical, mais je trouve que c'est très intéressant en fait le parallèle parce que étant donné que c'est vraiment de l'héroïne légale, ces médicaments-là, qui sont distribués par des médecins et des fois, bah, justement ici au Canada, c'est devenu un gros problème avec la crise des opioïdes. Ces médicaments-là qui sont distribués des fois un peu à la va-vite ou un peu légèrement, sans faire un suivi justement sur la dépendance que ça peut occasionner, ben, ça peut faire des énormes dégâts parce que bah, c'est des drogues à part entière en fait. Et les symptômes de manque que ça crée sont vraiment réels et ça mérite de faire un suivi vraiment important. Et puis d'en être informé Bah oui, avant d'en prendre, tout bah oui, c'est simplement. ça que ça rend Parce dépendant que, exactement. parce que cette dame, peut-être qu'elle aurait essayé de trouver d'autres solutions.
que de Ouais, prendre ce médicament si elle avait su, ouais. les effets que ça pourrait avoir. Bah oui, oui, c'est clair. Ouais. Non, ici, c'est vraiment un gros problème, la culture des antidouleurs. En France, on l'a ça aussi. J'ai pu faire la comparaison évidemment, vu que j'étais en France jusqu'en 2012 et là, je suis en Amérique du Nord. Et je vois qu'en France, il y a une surconsommation aussi des antidouleurs opioïdes, mais c'est beaucoup la codéine et le tramadol. Oui, En fait, les médecins, pour la plupart, sont convaincus qu'en fait, les opioïdes de palier 2, enfin les antidouleurs de palier 2, palier 1, c'est paracétamol, mettons, palier 2, c'est codéine, tramadol, palier 3, c'est tout ce qui est morphine, fentanyl, les très forts oxycodone, tout ça. Et je pense que beaucoup de médecins sont convaincus, et il y en a beaucoup qui me l'ont dit, que la codéine et le tramadol ne créent pas de dépendance en fait. Moi, en fait, en France, j'ai développé une dépendance au tramadol parce que c'est ça, quand je suis revenu en France après mon voyage en Hollande où j'ai découvert l'héroïne, bah, j'ai essayé de chercher des alternatives et je suis tombé justement sur ces opioïdes-là qui étaient très faciles à avoir. Et j'en suis devenu dépendant. Et vraiment, la dépendance au tramadol, par exemple, c'est vraiment sévère. J'avais des syndromes de sevrage quand j'arrêtais. C'était pas aussi puissant que l'héroïne et les effets et le sevrage, mais c'est une dépendance qui me poussait quand même à aller voir plusieurs médecins pour avoir plusieurs ordonnances, à passer énormément de temps là-dessus, à y dépenser beaucoup d'argent. Fait que non, c'est pas rien. Puis je vois la facilité avec laquelle tu peux obtenir des ordonnances de tramadol ou de codéine en France et c'est assez alarmant en fait. Donc c'est ça, chronologiquement, il y a eu donc la rencontre à mes 18 ans avec l'héroïne. Ensuite de ça, je suis rentré en France, à Marseille. J'ai eu jusqu'en 2012 une dépendance aux antidouleurs, particulièrement au tramadol. Donc de mes 18 ans à mon départ au Canada, j'ai été dépendant aux médicaments opioïdes, avec des sevrages par-ci par-là. Donc j'ai arrêté pendant un petit moment, après je suis retombé dedans. Et en fait, quand je suis revenu au Canada, j'ai redécouvert l'héroïne en 2015. Je l'explique en fait dans mon livre par rapport à Heroin Days, le livre que j'ai fait, donc qui parle de ma dépendance. Je parle pas forcément de l'avant parce que c'est un peu compliqué comme toute histoire de dépendance. Parce que je parle vraiment des 3 années de dépendance à l'héroïne qui étaient de 2015 à 2018, qui ont été les 3 années et quelques de dépendance lourde à l'héroïne. Mais je parle pas forcément de l'avant, donc de la dépendance aux médicaments. Enfin, j'ai 34 ans cette année. Je traîne derrière moi depuis mes 18 ans, de mes 18 ans maintenant, une dépendance aux opioïdes, en fait, que ce soit héroïne ou médicaments. Héroïne, techniquement, ça a duré 3 ans, sans compter tout ce qu'il y a avant. et donc pendant toutes ces années, notamment au moment où tu étais, sur les médicaments là, au début, même avant, de tomber vraiment sur, l'héroïne, Mhm. ton entourage s'en rendait compte? Tes amis, Euh, ta famille? non, les médicaments, c'est assez vicieux parce que, ben, en général, quand on prend des médicaments, c'est pour se soigner. Quand les gens te voient prendre des médicaments, ils s'inquiètent pas forcément. Le tramadol et la codéine, c'est quand même, comme je disais, des effets moins forts que l'héroïne, donc c'est sûr que c'est plus difficile à cerner si quelqu'un est dépendant. Mais je te dirais que même l'héroïne, en fait, mon entourage, pendant mes 3 années de dépendance, mon entourage l'a pas. Mon entourage proche, oui. Mon ex-copain et mes amis, de toute façon, savaient que je consommais, donc ils ont vu ma déchéance s'accélérer un peu plus au fil de ces années-là. Mais au début, c'est très facile de le cacher. C'est très facile de le cacher à ton travail. C'est très facile de le cacher. En fait, si les gens ne le savent pas, ils vont pas forcément, ils vont pas le voir, quoi. Et alors ça même si ça se voyait pas, est-ce que des fois, tu as eu, certains de tes proches, qui, ont essayé, de t'en parler ou qui tu disais ton cercle très proche, s'en rendait Ouais. un petit peu compte ou était au courant? Comment ils réagissaient face à ça? De la part de mon ex copain, surtout, c'était beaucoup d'inquiétude et évidemment qu'il me confrontait là-dessus, puis qu'il voulait, il a toujours été là pour essayer de m'aider à arrêter. C'est très difficile de pousser quelqu'un à arrêter s'il n'est pas convaincu que c'est ce qu'il y a de bien pour lui.
Tant que la personne dépendante n'est pas convaincue que arrêter, c'est la chose à faire, que c'est la chose à faire pour lui de mieux, que c'est fini, que il faut tourner la page. Tant qu'il n'y a pas cette conviction de la part de la personne dépendante, je pense que c'est un peu vain d'essayer de. Ça marche pas, quoi. Même si tu fais des sevrages, à partir du moment où toi, t'as pas envie de changer, c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a des événements qui peuvent faire en sorte qu'il y ait des déclics. Par exemple, moi, tomber amoureux, ça m'a aidé à arrêter, par exemple, parce que j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas, qui était la passion amoureuse et l'amour, qui a en fait dépassé de loin le plaisir que j'obtenais grâce à ma dépendance. Donc pendant un certain moment, bah, ça a pris le dessus, puis finalement, tout doucement, insidieusement, c'est revenu, puis ça s'est réinstallé, et puis je pense que j'ai une personnalité, j'ai ça en moi, j'ai une personnalité dépendante, il faut que je fasse attention, plus attention que les autres en fait, parce que c'est toujours là et ça peut réapparaître à chaque petit faux pas. Mais oui, je pense que c'est très difficile pour les proches. J'ai fait beaucoup de mal. Je suis pas le seul. Toutes les personnes dépendantes savent, je pense, qu'elles font du mal. Il y a cette culpabilité-là de faire souffrir les gens que t'aimes. C'est vraiment un cercle vicieux parce que la drogue t'aide à étouffer ce sentiment de culpabilité-là. Parce que tu te sens mal de faire du mal et tu te sens tellement mal que tu vas te droguer pour plus arrêter, pour plus avoir mal. Mais c'est la source du problème, fait que c'est vraiment dur. Parce que se droguer, en fait, on fait ça pour soi, c'est extrêmement égoïste. Le sentiment d'addiction, c'est extrêmement infantile, c'est pour soi, tu sais. Il n'y a rien qui compte dans la dépendance, puis c'est ça qui est affreux, c'est soi pour soi, avec soi. Puis après, quand tu tombes dans la lucidité, tu te rends compte à quel point c'est con, à quel point ça mène à rien. Puis, mais c'est un phénomène psychique tellement fort que malgré toute l'envie du monde que tu as de changer, tu as une compulsion à retomber dedans parce que finalement c'est ce qui te tient. Ça te détruit, mais en même temps ça te tient, ça te donne une structure. C'est un gros travail ça pour le sevrage de réussir à trouver une structure qui n'est pas la dépendance en fait. Mm. Réussir à trouver dans la vie quotidienne une base, quelque chose d'autre en fait, qui Oui, donne oui, un oui. sens à ta vie. Tu sais. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu l'impression de toucher le fond? Enfin, vraiment un moment, de détresse ou alors tu as eu une prise de conscience à te dire: «Là, c'est plus possible»? Ben, en fait, des prises de conscience, j'en avais souvent. Quand tu es sous l'effet de la drogue, en général, tu es anesthésié aux pensées négatives. Donc, tu as l'impression que tout va bien, que tu es en contrôle. T'es un peu en fait, tu es dans le déni total, mais tu es dans le bien-être aussi. Mais dans les moments justement, de manque, en fait, c'est les prises de conscience, hein, le manque. Hein. C'est quand tu te rends compte à quel point cette drogue-là te rend mal, puis à quel point tu y es esclave. Souvent, en tout cas pour moi, c'était des prises de conscience. Et aussi, j'avais des prises de conscience donc quand je me rendais compte que je faisais du mal. Mais je pense que le déclic, le vrai déclic que j'ai eu, celui qui m'a dit, OK, maintenant il faut que j'arrête. C'est con, hein, mais moi, ça a été l'argent, en fait. En fait, l'héroïne coûte très cher au Canada. J'en suis arrivé à 200 $ par jour, et 200 $ par jour, c'est 1 gramme d'héroïne. Je me suis dit que c'était plus possible, en fait. Ça me faisait plus rien. J'avais plus de plaisir. Je consommais uniquement pour pas tomber malade. Et j'en étais arrivé à un point où être sur l'héroïne, c'était rendu être normal pour moi. Quand je me droguais, j'avais l'impression d'être normal. Et quand j'étais plus sous les effets, j'étais en manque. Fait que en fait, ça ne servait à rien. Puis c'était tellement stressant. Je passais mes journées à courir après mon dealer. Ça occupait tout mon temps, ça occupait tout mon fonctionnement psychique. Là. Du matin au soir, c'était vraiment stressant. Il fallait que je trouve l'argent, il fallait que j'étais aussi dépendant de l'emploi du temps du dealer. Il fallait que j'attende, que j'aille le voir à l'autre bout de la ville. Et en fait, à un moment donné, j'avais accumulé déjà beaucoup de pensées du genre il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes. Et là, en fait, ça a été le déclic, pas uniquement dans ma tête, mais dans la réalité concrète. Tu sais. J'ai plus d'argent,
Je passe mes journées à ça. J'haïs ce que je suis devenu. Je me déteste. Rendu là, autant arrêter, tu sais. Ma dépendance était souvent dominée par une espèce de personnalité du moment présent, là. D'être toujours comme, ah, bah, tu sais, faisons ce qu'il y a de mieux pour aujourd'hui. Tu sais, puis souvent, j'étais comme, allez, tu sais, sur un mode un peu fêtard, du genre, ah, j'ai le goût de m'amuser aujourd'hui, pensons pas au reste. Puis chaque jour, en fait, finalement, était comme une espèce de continuité de cette pensée-là jusqu'au moment où c'était plus fun, c'était plus agréable, c'était juste des problèmes, c'était juste lourd, ça faisait du mal à tout le monde. Et c'est là vraiment que j'ai touché le fond pour moi. J'étais physiquement endommagé, j'avais perdu énormément de poids. Quand je revois des photos de cette époque-là, j'ai vraiment pas une belle gueule. Je me suis dit, bon, maintenant il faut que ça change, là. Je sais pas où ça va me mener. J'ai vraiment, tu sais, j'ai pris les choses pas à pas, en fait, là. J'ai d'abord appelé un centre pour demander comment ça se passe euh, pour les traitements de substitution, pour trouver de l'aide. Puis finalement, on m'a orienté et ça s'est fait tout seul. Donc ouais, je pense que Ouais. ça a été ça mon déclic. Et justement, avant de passer, sur, la partie, sevrage, parcours de soins, prise en charge, et cetera, tu nous disais, 200 par jour, pour, avoir ta consommation. Puis je pense que il me semble que ça s'appelle le phénomène de tolérance où au bout d'un Ouais, moment, en fait, la drogue exact. te procure plus les effets, désirés et du coup, tu en prends plus pour retrouver les effets du début. Ouais. 200 par jour, ça paraît énorme. Comment tu faisais? Est-ce que c'était par rapport à ton travail ou des fois tu te faisais des nœuds au cerveau aussi pour trouver cet argent, pour ta consommation? La tolérance, en fait, s'installe vraiment vite avec les opioïdes. C'est vraiment incroyable. En une semaine de consommation, tu as déjà besoin de quasiment doubler ta consommation pour avoir des effets qui ressemblent à peu près à ce que tu as eu au début. Et en fait, tu réussis jamais vraiment à retrouver en fait le plaisir que ça te procurait, mais quand même, ça peut être agréable pendant un très long moment. C'est juste qu'il faut que tu augmentes les doses de façon faramineuse. Donc moi, c'est ça, j'en suis arrivé. En fait, le fait que ce soit très cher au Canada, ça a peut-être été une bonne chose parce que je trouve que c'est encore plus dangereux dans les endroits où, comme en Hollande par exemple, où c'est 10 euros le gramme, ou dans certains coins de la France, je pense en Bretagne ou dans le Nord-Pas-de-Calais où l'héroïne est très cheap en fait et vraiment pas chère. Dans ces coins-là, je me dis ça doit être horrible parce que quand quelque chose d'aussi addictif coûte rien, en fait, tu t'en fous plein la gueule, quoi. Puis t'as aucune limite. Donc moi, le fait en fait que ça coûtait super cher, ça me forçait à économiser la drogue, je parle, à la prendre en petite quantité, à pas tomber dans l'excès, façon de parler. Par rapport à l'argent, bah en fait, je le sais pas comment je faisais, c'est vraiment dingue, mais quand j'y repense, je le dis dans un texte que j'ai mis dans le livre, c'est que quand on est à ce point-là dépendant de quelque chose, c'est fou le nombre de ressources qu'on peut trouver pour se procurer la drogue, en fait. Moi, oui, c'est sûr que toute ma paye y passait. Évidemment, j'avais plus de quoi payer le loyer, j'avais plus de quoi payer les factures. Par rapport à ma relation de couple à l'époque, ça a beaucoup détruit ma relation de couple parce que justement, mon ex devait éponger en fait mes erreurs et le fait que je puisse payer pour rien. Parce qu'il savait en même temps que je pouvais pas me passer de l'héroïne, donc il était compréhensif sur le fait que j'avais besoin de ce budget-là. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui peut durer. Quand la personne avec quitté peut rien payer, puis peut rien payer parce qu'elle est dépendante. Si elle fait rien pour s'aider, à un moment donné, ben, tu pètes un plomb. Surtout quand ça dure 3 ans. Mais l'argent, j'empruntais beaucoup. Toute ma paye passée, j'empruntais. J'ai eu énormément de dettes. J'avais une carte de crédit aussi. Donc les cartes de crédit au Canada, c'est uniquement des cartes où tu empruntes de l'argent. Tu as une carte, puis tu retires de l'argent, mais c'est de l'argent que tu n'as pas, donc tu es obligé de le rembourser après. Donc je me suis creusé un bon crédit à rembourser à la banque, que je rembourse d'ailleurs petit à petit. Alors du coup, maintenant, tu ne consommes plus d'héroïne. Non. Tu nous disais, tu as eu le déclic, tu as contacté, des professionnels. Alors comment ça s'est passé pour toi la prise en charge? Est-ce qu'il y a une prise en charge médicale? Est-ce que tu as fait une cure? Comment toi, tu as réussi ton sevrage? Bah, ça a été un peu le parcours du combattant. Mon sevrage, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé donc
des centres qui sont faits pour ça, des centres de désintoxication, des centres d'aide aux personnes dépendantes. Là, on m'a dit que il y avait plusieurs possibilités pour arrêter l'héroïne. Il y avait des traitements de substitution. Donc, c'est des médicaments en fait qui jouent le même rôle que l'héroïne pour ton corps. C'est-à-dire qu'ils ils abreuvent ton cerveau en molécules opioïdes. C'est-à-dire c'est des opioïdes en fait. C'est juste que c'est des opioïdes qui ne créent pas d'euphorie, ne créent pas de plaisir. Et c'est aussi des produits qui durent 24 heures. Donc ça fait que, comparé à l'héroïne, mettons, qui agit, mettons, pendant 1 heure, 2 heures, puis après ça, tu tombes dans le manque. Donc c'est toujours en dents de scie, plaisir, déplaisir, euh, voilà. Le médicament, là, tu le prends une fois par jour et après ça, tu n'as plus à y penser. Donc, tu n'as pas les effets de sevrage, tu n'as pas les effets de manque et ça te permet de te concentrer sur tout, ce, tout ce sur quoi tu t'es plus concentré depuis longtemps, c'est-à-dire c'est le travail, le quotidien, prendre soin de soi, tout ça. Après, le seul problème, c'est que ces centres-là, au Canada, il y a beaucoup d'attentes. Au Québec, on a plutôt de la chance parce que c'est gratuit. Mais moi, par exemple, la fois où j'ai appelé, on m'a dit qu'il y avait plus d'un mois d'attente. Et ça, moi, je l'ai beaucoup critiqué parce que quand tu es rendu là, quand tu es rendu à une dépendance où tu consommes 1 gramme d'héroïne par jour, tu peux pas te permettre d'attendre un mois, en fait. Parce que si on fait attendre les gens, y a le risque de l'overdose. Surtout qu'au Canada, en 2015, en fait, les opioïdes aux États-Unis, au Canada, ont complètement explosé et il y a aussi l'arrivée en fait dans la rue d'un produit qui s'appelle, j'en ai parlé tantôt, qui s'appelle le fentanyl, qui est beaucoup plus fort que l'héroïne et qui en fait est coupé avec l'héroïne en fait. Ça fait en sorte que le nombre d'overdoses a explosé en Amérique du Nord. Je me rappelle plus les chiffres, mais il y avait un nombre faramineux d'overdoses quotidiennes. C'était vraiment une hécatombe. Les antalgiques opioïdes sont des substances d'origine naturelle, synthétique ou semi-synthétique, dérivées de l'opium, qui activent dans le cerveau les récepteurs à morphine. Ils sont prescrits en cas de douleur aiguë, sévère ou chronique. Selon le site du gouvernement canadien, 12 personnes par jour meurent d'une surdose d'opioïdes sur le territoire. Selon le média Libération, plus de 300 000 décès sont survenus en Amérique du Nord depuis le début des années 2000 dus à cette crise sanitaire. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament a publié un rapport en février 2019 pour prévenir les risques de dépendance et de surdosage. Les opioïdes représentaient 22% des antidouleurs consommées en 2017, les prescriptions d'oxycodone ont augmenté de 150% en 10 ans, et en 15 ans, les hospitalisations dues à une surdose d'opioïdes ont augmenté de 167%. Et dans un climat pareil, demander à quelqu'un qui prend une drogue potentiellement mortelle à tous les jours, plusieurs fois par jour, d'attendre un mois, c'est pour moi, c'est pas possible. Donc là, on m'a proposé une autre alternative. On m'a renvoyé vers l'hôpital. Il y a des hôpitaux ici qui ont des pavillons qui prennent en charge les personnes dépendantes aux opioïdes et qui proposent de prescrire ces médicaments-là. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé en fait tranquillement la méthadone. C'est progressif en fait. Tu baisses tout doucement tes doses d'héroïne et parallèlement tu augmentes tes doses de méthadone jusqu'à ce que la méthadone en fait prenne le pas sur l'héroïne et que tu sois stabilisé que tu sois plus en manque en fait. Et là, tu sais que tu es confortable sur la méthadone quand tu n'as plus besoin d'héroïne, que tu n'as plus de syndrome de sevrage et que ta dose de méthadone te satisfait, entre guillemets, qu'elle est assez haute pour ne plus que tu aies de syndrome de sevrage. Et donc maintenant, ça fait combien de temps que tu es abstinent au niveau de l'héroïne? C'est assez difficile à dire. J'ai eu des petites rechutes par-ci par-là. Ce qu'il y a avec la méthadone, en fait, c'est que la méthadone coupe complètement les effets de l'héroïne. Ça fait que même si tu en prends, tu le sens pas. Euh, donc c'est plutôt bien parce que les quelques rechutes que j'ai faites, peut-être les 2 rechutes que j'ai faites depuis que j'ai commencé, ça a entre guillemets pas marché. J'ai pas recommencé à consommer parce que ça a raté entre guillemets. C'était comme si je jetais mon argent par les fenêtres. Ça fait 2 ans et demi que tu as, un traitement à la méthadone. Ouais. En fait, sur cette période-là, il y a eu quelques rechutes, mais en soi, ta consommation, elle a complètement chuté. Ta consommation Oui, d'héroïne, elle a c'est complètement ça. chuté à ce moment-là. C'est ça. Mm. En fait, je consommais toujours quand j'ai fait l'induction à la méthadone. Quand j'ai commencé la Mm. méthadone, je consommais toujours. Et je consommais en fait de façon dégressive sur quelques mois, jusqu'en, mettons, j'ai commencé en janvier la méthadone.
de façon dégressive, mettons jusqu'en avril, mai, je consommais encore de l'héroïne, jusqu'à arrêter complètement par la suite. Alors la vie après l'héroïne, elle ressemble à quoi? C'est une des questions importantes de mon travail avec Heron Days, mon projet. C'était de parler de justement de l'après, beaucoup, du sevrage, euh, de la sobriété. Je pense que la sobriété se vit différemment pour tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment du mal à faire face en fait à l'ennui qui vient avec la sobriété. Le fait de devoir retrouver, comme je disais tout à l'heure, un sens à ta vie en fait, une structure, donc quelque chose qui structure ton quotidien, ta vie. C'est-à-dire que quand tu es dépendant à une drogue aussi forte, aussi importante, qui monopolise autant ta pensée, tu mets beaucoup de choses sous le tapis. Tu mets tes problèmes de côté et en fait, quand tu arrêtes, bah, tous ces problèmes-là te ressurgissent au visage. Ça fait partie d'ailleurs de la difficulté d'arrêter, c'est que il faut être prêt en fait à pouvoir faire face à tout ce que tu as laissé de côté ou tout ce que tu as détruit en fait. Ça a été difficile au début, reprendre sa vie en main, faire face au vide en fait que ça laisse. Je parle par exemple beaucoup du fait que tu as comme un jardin secret aussi quand tu es dépendant. Tu as comme cette espèce d'univers qui t'appartient. C'est difficile à expliquer, mais je parle par exemple du fait que de se cacher, prendre sa drogue et finalement participer aux activités quotidiennes, le travail, voir des amis ou même être seul chez soi. Toutes ces activités-là sont en fait deviennent plus agréables grâce à la drogue et deviennent plus excitantes. Ce qui est extrêmement difficile, c'est de retrouver un intérêt dans ces choses-là sans la drogue. C'est vraiment difficile. J'aime beaucoup d'ailleurs, il y a une citation de Cocteau qui dit que arrêter, lui c'était l'opium, mais c'est très comparable en fait. Il dit arrêter l'opium, c'est comme savoir qu'on a profité de la vie sur un tapis volant, de savoir que ce tapis volant existe, puis qu'on ne montera plus jamais dessus. Et ça nous force à voir la vie d'en bas. Tu sais. Et j'aime beaucoup en fait cette idée-là parce que j'ai ressenti ça moi aussi, l'impression que tout est fade en fait. Quand je parlais de la personnalité addictive, là, c'est aussi ça, c'est que qu'en fait le fait d'être dépendant à quelque chose, je pense que ça vient comme apporter un pansement, et je pense que ça vient réparer quelque chose de défaillant. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment essentiel de faire un travail de thérapie quand tu arrêtes de consommer. Parce que oui, il y a l'aspect physique, le fait de ne plus être dépendant et de se sevrer d'un produit, que ton corps en soit plus dépendant. Mais il y a aussi le fait de travailler sur les choses qui t'ont amené à être dépendant, pour ne pas recommencer à l'être. Parce que clairement, il y a aussi cet effet pervers de dire ah, j'ai arrêté, je peux le faire, c'est que je peux reconsommer, je pourrais arrêter encore. Il faut absolument faire ce travail de thérapie pour comprendre en fait les raisons, si c'est possible, les raisons qui t'ont poussé à avoir besoin de ça. Après, la difficulté de la méthadone, par exemple, pour mon cas, c'est que moi, je ne suis pas encore sevré physiquement, puisque la méthadone, ben, c'est tout aussi addictif que l'héroïne au niveau du corps. Je vais devoir me sevrer de la méthadone aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que se sevrer de la méthadone, c'est aussi difficile, voire plus difficile que de se sevrer de l'héroïne. Genre aussi mettre en garde les gens qui voudraient arrêter l'héroïne de ne pas se jeter sur la méthadone. Il y a la Suboxone, par exemple, qui est plus facile à arrêter, qui est un médicament qui a moins d'effets secondaires que la méthadone. La méthadone a des effets secondaires vraiment intenses. J'ai pris 10 kilos, j'ai aussi perdu toute ma libido. Ça, c'est quelque chose de très commun avec les opioïdes. Ta libido disparaît. Chez les hommes, en fait, parce que les opioïdes font disparaître les taux de testostérone. En fait, la testostérone s'arrête d'être produite. Ça fait que je suis obligé de prendre des substituts de testostérone pour avoir un niveau de testostérone normal. Ça peut créer des arythmies cardiaques, y compris des problèmes cardiaques quand même graves. Aujourd'hui, médicalement, t'es toujours suivi, t'as un Ouais. addictologue par exemple qui... Ouais. Ouais, bah en fait, ici, je pense pas avoir vu beaucoup d'addictologues. En France, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment sont formés les addictologues, parce que ici, c'est des médecins généralistes qui font en fait une formation supplémentaire à leur cursus normal.
pour pouvoir en fait être capable de prescrire la méthadone et faire des suivis de personnes dépendantes aux opioïdes. D'ailleurs, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'ici, un médecin normal, il a 4 heures de formation dans tout son cursus, 4 heures de formation sur la dépendance en général. Ça, je trouve ça complètement Ouais, aberrant, là. ouais, Surtout c'est avec, lunaire. ouais, surtout quand on voit la crise qu'il y a en ce moment avec le nombre de morts, la problématique, et aussi le nombre d'opioïdes qu'on prescrit à chaque année. Les médecins prescrivent des tonnes et des tonnes d'opioïdes, des antidouleurs, et ne connaissent rien en fait à l'addiction. Ça fait que moi je l'ai vécu ça, d'aller voir un médecin à l'époque où j'étais accro aux médicaments, d'aller voir un médecin pour demander de l'aide, avouer que j'étais dépendant et demander de faire un sevrage. Puis les médecins en fait m'ont tous jeté à la porte. Il y en a peut-être 2 qui ont essayé de me renvoyer à des centres de désintoxication, qui eux m'ont renvoyé aussi parce qu'ils me disaient que à partir du moment où j'achète pas mes drogues dans la rue, je pouvais pas me faire aider chez eux. C'est horrible à dire, mais les personnes les plus dans la merde dans cette histoire-là, c'est les gens qui deviennent dépendants à la suite d'un traitement médical parce que ils ont littéralement non, personne vers qui se tourner. Leur médecin les refusera sûrement parce qu'à partir du moment où ils déclarent être dépendants, les médecins prennent peur puis disent oh mon Dieu, le collège des médecins, il faudrait surtout pas que le collège des médecins croie que je prescris des opioïdes à quelqu'un de dépendant. Et les centres de désintox ne traitent que les drogues de rue parce qu'ils veulent pas gérer, mettons, des dossiers médicaux de patients suivis. En fait, j'ai pas eu d'autre choix que de me tourner vers la rue. Et en fait, c'est pour ça que je suis retourné vers l'héroïne. En fait, c'est parce que j'ai pas trouvé l'aide nécessaire quand j'ai voulu arrêter les médicaments au Canada que je me suis tourné vers la rue parce que j'avais pas le choix, parce que les médecins ne voulaient plus me prescrire les médicaments à cause de la crise et qu'ils ne voulaient pas non plus m'aider et que bah, j'étais bien obligé de continuer à fonctionner. Donc, c'est tout un problème en fait de la façon dont c'est géré en fait dans chaque pays, dans chaque société, le rapport que chaque société a à la dépendance. Et encore, je me compte chanceux au Canada. Je n'imagine même pas ce que c'est dans des pays en développement, par exemple, où l'addiction est juste considérée comme quelque chose de criminel. En France, alors je sais pas si tu vas me dire si c'est le cas aussi au Canada, mais j'ai l'impression que ça l'est un petit peu moins quand même. En France, l'addiction, c'est très tabou. Mhm. On n'en parle pas ou on en parle peu ou alors c'est des clichés, qui circulent, autour de ça. Selon toi, comment on pourrait changer ça? Comment on pourrait changer cette image si négative de l'addiction qui en fait, comme tu le disais, dans certains pays, c'est considéré comme, un acte criminel. Hem, Chez nous, en tout cas en France, il y a des fois cet aspect un peu, où on parle des drogués, où on parle Mhm. des alcooliques, sans les connaître en fait. Ouais. Comment on peut changer tout ça, selon toi? Je pense que c'est comme tout. Étant gay moi-même, c'est la même chose par exemple par rapport à l'homosexualité, la transsexualité. Il faut faire en sorte en fait de communiquer sur ces choses-là. Je suis vraiment ouvert mettons, à répondre à des questions, à aller au devant en fait du public et de répondre à leurs questions aussi clichés soient-elles ou aussi, j'en sais rien moi, des questions vraiment bateaux des fois, mais je pense que c'est vraiment important de parler des choses et surtout d'humaniser ces problématiques-là. Comme tu dis, c'est souvent un manque de connaissances en fait qui amène des jugements sévères ou négatifs. Ce que j'ai fait par rapport à mon projet, c'est pour ça que j'ai lancé en fait, c'est pour ça que j'ai sorti mon projet Herring Days. Ces photos que j'ai faites en fait pendant mes années de consommation d'héroïne, c'est des photos qui étaient personnelles en fait. C'est pas des photos que je voulais montrer. C'était pas un projet à la base que j'ai fait. C'était des photos que j'avais pris pour moi, comme je prends des photos de mon quotidien, des gens que j'aime, tout ça. Je me suis dit, dans le contexte de la crise des opioïdes et le fait qu'en fait on parle de la dépendance à ces drogues-là uniquement en termes de mort, uniquement en termes de danger, overdose, tout ça. Et il faut en parler, c'est très bien, mais il faut aussi humaniser la chose, la redescendre à un niveau humain, individuel, pour pousser à l'empathie en fait. Et même au niveau politique, c'est très important parce que de voir des problématiques en termes de chiffres, pour moi, c'est pas suffisant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en regardant mon travail, en venant à l'expo, j'ai eu énormément de gens qui sont venus à l'expo. Ça m'a montré en fait qu'il y avait vraiment une envie, un besoin pour les gens de comprendre mieux ces problématiques-là.
j'ai eu que des messages en fait de soutien et des messages super beaux de gens qui ont perdu quelqu'un à cause de l'addiction ou qui ont eux-mêmes vécu ça et qui en fait se sont reconnus dans mon histoire, mais qui en plus, on aurait dit qu'ils avaient jamais vu ça en fait, et que je me dis, et c'est vrai que quand je regarde en photographie ce qui a été fait de façon autobiographique sur les questions de dépendance, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est ça qui m'a donné la force en fait de montrer ces photos-là, malgré le fait que ça me rendait très inconfortable au début, que ça a été difficile pour moi de m'exposer et en même temps d'exposer mes proches, parce que m'exposer moi, c'était exposer le garçon avec qui j'étais à l'époque. C'était aussi m'exposer aux yeux de ma famille, qui n'était pas au courant que j'avais ces problèmes-là. Ça m'a apporté beaucoup de problèmes et je me suis dit que finalement, l'apport que l'apport que ça aurait était beaucoup plus grand que ça, en fait. Et en fait, j'ai eu raison. J'avais très peur à la base que ce soit un flop. J'ai eu des publications partout, j'ai eu plein d'interviews. Les gens, en fait, ont été très touchés et le commentaire qu'ils ont, c'est qu'en fait, c'est très surprenant la vision qui est démontrée dans mon livre. C'est pas une vision à laquelle on est habitué parce qu'il y a très peu, en fait, d'imagerie de consommation. Je voulais pas tant focaliser là-dessus, sur des choses qu'on voit beaucoup, genre des gens qui se piquent ou des gens qui consomment des drogues. Moi, je voulais en fait, je voulais représenter quelque chose de réaliste par rapport à ce que j'ai vécu, mais aussi d'humain, de doux, que les gens puissent en fait avoir un petit, comme un laisser-passer en fait dans mon intimité, voir autre chose qu'une personne dépendante, qui voit les petits détails qu'il y a autour, c'est-à-dire une personne qui est en souffrance, une personne qui aime, un entourage qui est touché par ça, une personne qui peut être douée aussi, parce que c'est des belles photos. Je sais pas, c'est un mélange entre le message artistique et le message social, en fait. Mais tu as réussi à mêler, tes talents à ta vie pour en faire, quelque chose de positif et délivrer un message, humain, comme tu dis et surtout, un message, général qui peut toucher Mm, tout le monde pour que en fait, je pense que le secret aussi, c'est, de s'éduquer et s'éduquer, ça passe aussi par là, en écoutant des témoignages, en échangeant avec des gens, avec des professionnels, mm. en lisant, enfin Ouais, et puis c'est aussi aux personnes qui justement subissent des injustices ou qui subissent en fait des stéréotypes d'être dans le partage en fait. Tu sais, j'entends beaucoup par exemple des gens qui sont comme c'est pas à moi d'éduquer les gens, tu sais. Mais moi je pense que oui, malheureusement. C'est à nous qui vivons des réalités spécifiques, c'est à nous d'éduquer les gens. C'est ça l'activisme en fait. C'est d'aller au devant en fait, puis de créer une communication et de répondre aux questions de façon humble et ouverte. Après, pas tout le monde a l'envie ni la force de le faire. J'ai des amis qui eux aussi ont été dépendants et qui vivent une grande honte de ça. Et ça me surprend toujours de voir à quel point la honte peut être forte pour eux. Moi, j'ai jamais ressenti à ce point-là la honte d'avoir été dépendant à une drogue. Une drogue aussi en fait marginalisée et stigmatisée que l'héroïne. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire, au Yannick, de 18 ans, de Rotterdam qui prenait qui faisait sa première prise d'héroïne? C'est vraiment difficile parce que j'ai vraiment de la misère déjà moi-même à revenir sur mes propres pensées puis sur mes propres actions. Mais je dirais que c'est correct de faire des expériences. C'est sain dans la démarche de vouloir se connaître et de vouloir explorer les choses et d'être curieux, mais que il faut faire attention quand quelque chose est trop bon ou paraît trop bien. Des fois, les expériences les plus courtes sont les meilleures. On peut se perdre dans des choses qui sont trop bien pour être vraies. T'sais. L'addiction, ça marche pas. T'sais. Drugs don't work. Ça te rendra pas heureux. Puis, au contraire, tu pourrais peut-être comme blesser les gens qui sont le plus importants pour toi. T'sais. Puis, je dirais aussi peut-être aux gens qui écoutent d'aller faire un petit tour sur mes réseaux pour aller voir mon projet ou même juste sur Google de taper Hearing Days avec mon nom pour aller comme voir le projet plus en profondeur. Et voilà, c'est tout.
C'est la fin du témoignage de Yannick, que je remercie sincèrement d'avoir pris la parole sur un sujet encore très peu abordé aujourd'hui. D'ailleurs, je vous partage le lien vers Heroin Days dans la description. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner plein d'étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à le commenter et à le partager autour de vous. Je suis en ce moment à la recherche de personnes ayant connu l'addiction au tabac par le passé et qui accepteraient de témoigner à mon micro. Si c'est votre cas, vous pouvez me contacter par Facebook ou Instagram @onsensort ou par mail contact.onsensort@gmail.com. Maintenant, un petit break estival s'impose. Je vous retrouve donc le 27 août pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Si vous avez besoin d'aide, d'informations ou d'écoute, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.